Sunderlight Production. Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Salut à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast glisse et outdoor. C'est Mathieu au micro et j'espère que vous tenez la grande forme. Alors c'est une première dans cette fat interview puisque j'ai le plaisir de recevoir au micro aujourd'hui l'équipe de France de bobsleigh féminin au complet. Les trois, Margot Bock la pilote et les deux pousseuses, Carla Sénéchal et Talia Solitude. Être la première équipe de bobsleigh féminin française olympique à décrocher une médaille. C'est l'ambition pas si folle que ça de la team que vous allez rencontrer aujourd'hui. Vous allez découvrir toute l'énergie et la détermination de ce trio, pas comme les autres. On a aussi parlé glisse et adrénaline bien sûr. Dans le bob, une fois que c'est parti, c'est pleine balle, interdit de freiner sous peine d'amende. Un épisode passionnant où on a aussi abordé la difficile gestion de la rivalité au sein d'une même équipe. Allez, je vous en dis pas plus, c'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, la fat interview, pleine balle avec l'équipe de France de bobsleigh. Salut Margot, salut Carla, salut Talia, c'est sympa de venir nous voir au studio, comment ça va ? Salut, ça va bien. Bonjour, très bien aussi. Bonjour, ça va super. Alors moi c'est une grande première parce que 3 personnes au micro, j'ai jamais fait en même temps. On a déjà eu l'occasion de faire différentes configs, mais celle-ci c'est une première. Bon, moi je suis très content de vous recevoir toutes les 3. C'est quand même assez mythique d'avoir toute l'équipe ici. Alors moi j'ai plein de questions à vous poser. Notamment j'ai très envie de comprendre, de ressentir ce que ça fait d'être dans un bob. Mais surtout, quand on parle de bob, je me dis, mais comment est-ce que vous avez commencé ? C'est la première question qui me vient et j'aimerais bien que vous commenciez comme ça en me disant comment vous avez commencé. Qui veut prendre ? Margot, tu veux prendre la question en première ? Ouais, alors moi je viens de La Plagne, du coup c'est le seul endroit en France où il y a une piste. Donc c'est vrai que c'est un peu plus naturel pour ma part. Mon papa en faisait, je connaissais Bruno Mingeon aussi. C'est qui Bruno ? Bruno Mingeon, c'est le seul médaillé olympique en France. Et du coup, c'est vrai que naturellement, je me suis retrouvée à venir essayer. Et puis, j'ai bien accroché. Et du coup, alors, c'est quoi la première fois quand tu as fait du bob Alors, la première fois, j'étais petite. Je devais avoir 9 ou 10 ans. J'ai fait une descente touristique. Donc, on est dans un bob en mousse qui va pas vite. Ça va à 80 km/h. Et j'ai cru que j'allais mourir. Ça allait super vite. Je voyais rien. Il y avait trop de pression. Alors qu'avec du recul, aujourd'hui, ça va pas vite du tout. Ça veut dire quoi, trop de pression ? On prend des jets, donc c'est de la force qui nous appuie sur la tête. Et du coup, j'étais incapable de tenir ma tête. Ça me baissait la tête contre mes jambes et impossible de la tenir. Alors qu'aujourd'hui, avec du recul, ça va tout doucement. Tu me dis coup de tête. Ouais. Et ça se passe super bien, mais ouais, c'est ma première image de bobsleigh. Et t'étais avec ton père, du coup ou oui, la famille ? J'étais avec mon papa et Agathe Bessard, une fille qui fait maintenant du skeleton. Et en fait, c'est la première fois que j'ai fait du bob. Mais j'avais 9 ans. Excellent. Et ça t'a plu ou t'es ressorti en pleurant ? Non, je me suis juste demandé ce que c'était ce sport de dingue et que j'ai mis de côté pour continuer la gymnastique que je faisais à l'époque. Ok, tu faisais de la gym à l'époque. Ouais, c'est ça. Et toi, Talia, comment ça a commencé pour toi ? Moi, j'ai commencé il y a 3 ans. En fait, c'est un ami qui fait du bobsleigh pour Monaco qui m'a dit... on se connaissait de l'athlétisme. T'es pote avec Albert, toi, du coup ? Non, pas encore. Pas encore, sans projet. Et du coup, il fait on se connaissait de l'athlétisme et du coup, il m'a dit, tu devrais essayer de tester le bob. Et puis, j'ai testé et puis, voilà. Me voilà aujourd'hui. Alors, raconte-nous, c'était quoi la première fois ? Ça veut dire quoi, j'ai testé le bob La première fois, du coup, moi, j'ai testé un été, donc c'était que en fait, on a une piste de poussée pour travailler la technique du plat, en fait, avec un chariot. Donc, c'est pas vraiment pareil que le bob. Mais juste ces sensations de courir sur petite distance à fond avec un objet lourd, je sais pas, ça m'a plu. L'ambiance m'a plu, l'équipe était accueillante, etc. Donc j'ai vraiment aimé l'environnement et l'ambiance. Et après, comme c'était l'année du Covid, j'ai dû attendre décembre 2021. 21, je me rappelle même plus, pour descendre en fait, et je suis même pas descendue avec Margot, donc je suis descendue avec un inconnu et je me suis dit oula, dans quoi je m'embarque. et au final ça s'est super bien passé ma première descente, la deuxième un peu moins, mais non, c'était incroyable. Pourquoi ça peut moins bien se passer une descente ?
Je sais même pas pourquoi la deuxième je l'ai moins appréciée. Je pense que c'est que je savais à quoi m'attendre et que du coup j'essayais de plus me relâcher, mais en même temps je me suis dit oula, je sens que je m'envole. C'est quoi? C'est qu'on va se renverser. Enfin voilà. Et comme du coup je connaissais pas le pilote, j'avais pas de confiance déjà acquise avec lui. Donc je sais pas si c'était un bon pilote, si machin, mais je me suis dit bon bah Margot m'a laissé descendre avec, c'est qu'elle a confiance. Et voilà. Ah, est-ce que c'est ça, toi? Margot, t'es la pilote. Ouais, c'est Toi, ça. Talia, t'as quel rôle dans l'équipe? Moi je suis pousseuse à l'arrière. Pousseuse à l'arrière. Et toi, Carla? Ah, je suis pousseuse aussi. Pousseuse, donc 2 pousseuses. Vous êtes donc il y en a une qui est vraiment à l'arrière. C'est le même rôle ou c'est quand même un peu différent? On a le même rôle, mais on descend pas en même temps. C'est-à-dire? C'est un bob à deux, donc Margot est la pilote, elle est tout le temps à l'avant du bob. Ouais. Et puis après, soit c'est Talia, soit c'est moi. D'accord, très bien. Et Talia, c'est marrant. Donc tu dis la première fois, t'as pas parlé de la descente, t'as parlé de la courte poussée. Vous poussez sur combien? Vous poussez sur combien de mètres? Ça va dépendre des pistes. Il y a des pistes où c'est un peu plus plat, donc on peut aller chercher 40-45 mètres de course. Et par contre, sur d'autres pistes où du coup le plat va durer 15 mètres et d'un coup ça chute en fait, donc on arrive en survitesse, donc on peut pas courir aussi loin. Donc ça va dépendre des profils de pistes. Et tu faisais quoi en athlète avant de la course? Moi, je suis spécialiste du lancer de poids et de javelot, et après j'ai touché un petit peu à tout, donc je sprint aussi. Lancer poids et javelot, ouais, donc ouais, t'aimais bien le rapport à un objet, un engin, Ouais, ça te parlait. Et puis des efforts courts mais intenses. Et toi, Carla, comment t'es arrivée dans cette histoire? Alors, été 2018, j'ai reçu un message sur Facebook de Margot. J'étais à Bali en vacances. Et pour l'anecdote, il venait d'y avoir des gros tremblements de terre en 2018 à Bali. Et je reçois ce message dans ma chambre d'hôtel et Margot qui me dit « Salut, on se connaît pas, mais j'ai le projet de participer au JO de Pékin en 2022. Je cherche une pousseuse, je sais que tu fais de l'athlé, on m'a donné ton contact, t'habites dans la région, est-ce que ça te dirait de venir essayer ?» Et là, je suis là, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Qui sait comment elle a eu... ce contact, mon nom, etc. Et puis moi, j'ai toujours voulu faire du bob. J'aime les sensations, j'aime la montagne. Je voulais essayer. J'habite pas très loin de la plaine, donc je voulais essayer. Mais qui c'est qu'on contacte quand on veut faire du bob? Personne sait. Donc la chance et l'opportunité est venue à moi. J'ai fait des tests de poussée aux côtés de Bruno Mingeon, qui était là aussi, donc notre entraîneur et manager. Et ça s'est fait, le feeling s'est créé. Et ensuite, au mois d'octobre, on est allé en Allemagne avec Margot, toutes les deux, sans entraîneur, sans coéquipier, à deux. Et on a fait nos premières descentes ensemble à Oberhof. Et c'était très particulier parce que j'avais face à moi une pilote fantôme. Tellement elle était stressée, elle était blanche mais livide. Et moi, je comprenais pas trop pourquoi elle était autant stressée alors que c'est elle qui m'emmenait dans son projet, quoi. Et donc, je lui posais des questions, elle ne me répondait pas tellement, elle était dans sa bulle et qu'elle m'entendait pas. Donc, pour une première expérience, c'était assez étrange. J'ai fait ma première descente et je me suis dit, waouh, je suis dans une machine à laver, là, qu'est-ce qui se passe? Je suis chahutée dans tous les sens. Et on a loupé le freinage, bien évidemment. Donc, j'ai loupé mon freinage, donc un peu de frayeur à l'arrivée, le temps que je retrouve mes esprits. Et puis, les descentes se sont enchaînées. Et après, j'ai dit, ouais, c'est ça que je veux faire, j'adore. Et c'est quoi le Hunter? On va arriver je vais revenir à la pilote et nous expliquer un peu comment elle a fait son petit Tinder d'athlète à contacter du monde là, pour compléter son équipe. Mais c'est quoi votre kiff? C'est vous kiffez la descente ou c'est la performance sportive de la poussée? C'est qu'est-ce qui vous donne le plus de plaisir? C'est le moment où vous êtes en action et vous poussez, c'est vous qui lancez le truc, ou quand vous êtes finalement dans le bob et puis ça va plein de balles, mais j'ai l'impression que pendant la descente vous avez assez peu de contrôle sur ce qui se passe? C'est quoi le délire? Alors pour moi, c'est vraiment un ensemble de choses. Donc je viens de l'athlé, je faisais du 100 mètres. Et en fait, j'étais toute seule dans mes starting blocks, dans mon couloir. Et en fait, les émotions, tu les partages avec toi-même et rien d'autre. Et au bob, j'ai trouvé mon équilibre complet, c'est-à-dire donc partager les émotions avec ton équipe, qui est quand même quelque chose d'incroyable. J'ai retrouvé la course à pied, c'est ce que j'aime le plus, courir vite sur un effort court, comme elle disait Talia, un effort qui est très court et explosif. Et ensuite, moi j'aime la glisse et l'adrénaline et la folie, et c'était le parfait équilibre. Et ce qu'on a en plus, c'est la gestion du matériel, donc gérer l'engin, toute la mécanique, etc. Et j'aimais bien ce rapport qu'on a avec notre engin. Il fait partie de notre équipe, quoi. Et
Et voilà, c'était un parfait Est-ce qu'il a équilibre entre un tout surnom, ça. votre Bob, du coup? Et non. Il a pas de surnom, mais c'est notre bébé quand même. Ouais. On en prend soin plus que Ça, nous. on nous demande tout le temps. Beaucoup de pilotes nomment leur Bob, mais nous, non. Ah, il a pas de petit nom. Le quoi. Bob fantôme. Non, mais il faut savoir que moi, je me lançais dans un projet et je me suis dit, en fait, là, je commence un truc complètement nouveau avec quelqu'un complètement nouvelle. Et je me suis dit, faut que je pilote comme il faut. J'ai un objectif énorme à la fin. Il faut pas qu'elle parte en courant en descendant de la. C'était quoi à ton l'arrivée. objectif énorme? Participer au jeu. J'avais Ouais. 4 ans pour y arriver. Donc, c'est vrai que ça laisse pas beaucoup de temps et pas beaucoup de place au doute. Ouais, donc t'étais stressé, t'avais envie que ce Ouais. soit la bonne personne, quoi. Mais déjà, avant d'envoyer le message, je pense que j'ai dû l'écrire et le supprimer une vingtaine de fois. Je ne trouvais pas. Et on était en stage justement l'été. Et c'est un squelettonneur qui était avec moi et qui m'a dit « Allez, vas-y, lance-toi. Au pire, tu te prendras un vu et c'est pas grave, quoi, on passe à autre chose. » Et du coup, je me suis lancée à écrire des messages. Ah, mais donc, mais- voilà, donc quand tu contactes Carla, c'est un peu ton premier choix, quoi. Enfin, tu t'es dit. En fait, ouais, on m'avait donné plusieurs noms parce que je voulais quelqu'un de la région pour que ce soit proche et plus facile pour découvrir, pour avoir les premiers contacts. Et du coup, j'ai dû envoyer 2 ou 3 messages. Et donc, ça a été la première personne à répondre. Elle m'a dit, bah ouais, carrément, j'ai bien envie d'essayer. Je me suis dit, elle est folle. Une inconnue qui lui écrit, elle lui vient. Enfin, je trouve ça fou. Et je me suis dit, bon, bah, c'est parti, quoi. Alors, qu'est-ce que tu avais préparé un peu comme plan séduction pour que. Comment tu vends le truc? C'est quoi le délire? Enfin, quand tu vends la pratique, qu'est-ce que tu proposes? Parce que si tu dis, bon, alors, ça pèse combien un bob? Ça pèse 200 kilos. C'est un truc, ça fait 200 kilos, il va falloir que tu le pousses pendant 50 mètres, et puis après, tu vas prendre cher. Est-ce que c'est ça le concept ou est-ce que tu le vends différemment? Non, mais ce qui est fou, c'est que j'ai même pas vendu le sport. Je lui ai juste dit, je me suis présentée en disant je m'appelle Margot Bock, je lui ai donné mon âge et je lui ai dit voilà, j'ai pour projet de monter une équipe féminine de bobsleigh pour représenter la France aux Jeux Olympiques. Et c'est en 2022. Voilà, c'est pour se lancer maintenant. Et j'ai rien vendu de plus, quoi. Elle m'a dit oui. Je me suis dit, ok. Mais quand on est athlète de haut niveau et qu'on te vend un projet olympique, c'est difficile de dire non, quand même. Ouais, j'avais ça. Surtout que le destin fait que toi, t'as toujours voulu faire du bob. C'est quand même Ouais. ça qui est incroyable, Ouais. je trouve, en fait, dans votre histoire. C'est que toi, tu voulais monter ton projet. Toi, t'as toujours voulu faire du bob. Et genre, vous vous êtes rencontrés comme ça. Enfin, genre... Ouais, et puis j'en avais marre de l'athlète, donc j'avais fait le tour. Enfin, je voyais plus la fin, j'étais tout le temps blessée. Je venais vivre des tremblements de terre, c'était quand même très très difficile ce qui venait de nous arriver. Et là, c'est arrivé. Bah, c'est la chance de ma vie, hein. C'est ce que je dis toujours à Margot. Hein. C'est la petite étoile qui est arrivée. Génial. Et toi, Talia, t'arrives dans la picture donc 2 ans plus tard. Ouais, je suis arrivée. Du coup, moi, c'était 2020 que j'ai testé. J'imagine que vous vous êtes dit qu'il fallait compléter le binôme avec quelqu'un d'autre pour remplacer en cas de blessure, j'imagine. Peut-être aussi en termes d'entraînement. Enfin, c'était quoi la logique de mettre une 3e personne? Et ben, on a toujours une remplaçante pour déjà être 3 pour porter le bob qui fait 200 kilos. On n'est jamais des mains de trop, en Ouais. fait. Et il y a toujours dans l'équipe une remplaçante en cas de blessure, en cas de fatigue, qui est là pour aider, en fait. Et il nous fallait quelqu'un, mais c'est vrai que la première année, ça a été compliqué se lancer dans un projet. Enfin, à part quelqu'un qui a peur de rien, qui a osé sauter avec moi, c'était compliqué de trouver quelqu'un pour vendre réellement le projet. Donc, on s'est lancé. Puis la saison, elle a découlé super vite. Donc, on a passé une saison à 2 avec Carla. Et après, on se disait, faudrait qu'on trouve d'autres filles. Mais c'est pas facile. Comment je vends mon sport comment dire à quelqu'un, viens faire un tour de machine à laver, c'est cool. Ouais, et puis c'est un sport qui est pas professionnel aussi. Donc, quand on fait du bob, souvent on vient d'un autre sport avant et les gens ont une situation avant. Et là, il faut quand même tout quitter pour venir faire du bob. C'est pas évident de dire viens avec nous. Donc, il y a plusieurs filles qui sont venues. Ça a beaucoup tourné. Et Talia est arrivée et Talia est restée. Parce qu'il y a des filles qui ont essayé et ça ne leur a pas plu, même si elles sont un peu tête brûlée sur le papier, même si... et en fait, non, ça convient Et alors, pas. c'est ça aussi. Est-ce que c'est... j'ai toujours un peu une question à la noix, mais est-ce que c'est dangereux? Enfin, ça que je me rends pas compte. Est-ce que... Non, c'est pas dangereux, c'est pas plus dangereux que du ski. Enfin, à chaque fois qu'on part à la descente, les descendeurs nous disent vous êtes fous, c'est dangereux, mais non en fait. Nous on va pas à 130 km/h comme vous.
il y a pas de limite. Enfin, C'était dangereux à l'époque. Moi, Mais je ça pense l'est que j'aurais plus. pas fait du bob il y a 25 ans en arrière. Ah ouais. La génération de nos coachs, déjà, c'était limite, moi, je Ouais. trouve. hein. Non, on aujourd'hui, est bien encadré. aujourd'hui, tout est sécurisé. Donc parce que c'est quoi le danger? C'est que le truc se retourne, c'est ça? Oui, c'est le seul danger, c'est le risque de chute, mais c'est un danger contrôlé entre guillemets. Mais avant, les profils de piste étaient moins contrôlés. Du coup, c'est vrai qu'on a eu des accidents de luge et de bob qui pouvaient sortir de la trajectoire parce que du coup, avec la vitesse et la c'est un force missile, centrifuge, le etc. truc, quoi. Donc là, maintenant, c'est que les profils de glace ont été Moi, je trouve que modifiés. c'était surtout pour que- dangereux pour les spectateurs, du coup. Quoi. Aussi. Ouais. Non, aujourd'hui, c'est encadré. Mais on parle de la chute, mais en BMX, ils chutent. Non, mais bien sûr. En ski, ils chutent. Enfin, voilà, c'est impressionnant, c'est pas marrant, ça c'est sûr, mais comme n'importe quelle chute dans plein Vous d'autres avez, sports. vous avez déjà chuté, vous? Bien sûr. Oui. oui. Notre première chute, c'était notre première année au championnat du monde junior. Nos parents, justement, nos familles avaient fait le déplacement. Ouais, en Allemagne, à Königssee, et on chute. Bon, moi déjà, le temps que je comprenne qu'on chute, c'est au moment où j'ai vu l'intérieur de mon bob tout noir, il y avait du bruit. Je me suis dit, mais ça, c'est pas bon signe déjà. Et puis bon, voilà, c'est pas très bien fini. Parce qu'ils avaient fait 8 heures de route pour qu'on chute après 40 secondes de descente. C'était toujours hyper Je pense frustrant. qu'ils étaient contents d'être là pour. Ouais, venir non, vous c'est sûr. récupérer. Après, voilà. Faut demander aux mamans, je suis pas sûre qu'elles soient contentes d'avoir vécu ce moment. hein. Surtout que tout se passe super vite. C'était en Allemagne, donc le monsieur de la piste qui annonçait. C'est quelqu'un qui est super dynamique et normalement il est joyeux. Là, ça commence à micro, crier un le peu en speaker, allemand, en micro. Et elle a vu nos coachs partir en courant le long de la piste. Mon papa, le papa de Carla. Et là, elles se sont dit là, il y a un truc qui est pas trop normal. Ouais, Et il faut c'est des ça. Suisses qui sont passés à côté et qui ont dit les filles ont chuté. Et là, elles se sont regardées et elles sont parties. Elles savaient pas où En fallait fait, il faut aller. savoir que quand on vient nous voir, souvent les spectateurs sont au départ. Donc du coup, ils peuvent pas voir. Enfin, il y a des écrans qui filment la descente, mais tu vis pas la chose de la même façon que si t'es dans le virage où t'as chuté. Donc le temps qu'elles comprennent qu'on était tombé, petit coup de stress quoi. Qu'est-ce qui se passe? C'était Ouais, un peu puis en stressant pour arrivant elles. sur le lieu, il y avait une ambulance. Mm. Et du coup, la maman de Carla commence à stresser. Ma maman, elle lui a posé la main sur l'épaule. Elle lui a dit t'inquiète pas, ça c'est pour ma fille. Et puis bon, elle avait raison. Margot s'est cassé la clavicule et moi j'ai rien eu. C'est pour ça. Et alors, ça me permet d'arriver au truc du pilote, quoi. Quand on chute, c'est à cause du pilote, entre guillemets? C'est une histoire de trajectoire? Oui. Nous on n'a rien fait. Ouais, quand on chute, c'est clairement de ma faute. C'est clairement le pilote qui a fait une faute. Ça peut être une microseconde de retard et derrière, diriger 200 kilos, la remettre dans la bonne direction, on va dire que c'est pas toujours évident. Quand t'es à 130 km/h, c'est compliqué. Du coup, on a 2 manettes dans les mains en fait et on tire, c'est des câbles. Et en fait, quand on est au bout du câble, il n'y a plus rien à faire et tu sais que ça va arriver, quoi. C'est pour toi. Parce que le bob, si t'es dedans, si tu touches pas aux manettes, le truc, il va tout droit et c'est terminé. Ouais, on est obligé en fait, si on touche pas aux manettes avec la vitesse, la pression, donc les jets qu'il y a dans les virages, ça fait que ça donne une certaine trajectoire et si on touche pas aux manettes, on n'arrive pas en bas en fait. Et on est obligé de le piloter, de le guider et de gérer justement un peu, trouver la courbe la plus rapide et la moins dangereuse. Et du coup, toi, quand tu prépares il y a combien de circuits différents de bob? T'as fait combien, toi? Vous avez tourné sur combien de circuits, toutes les trois? Combien on a fait? Je sais pas, une bonne dizaine. Et tu apprends les courbes par cœur, du coup, comme un pilote de F1, tu visualises. Explique-nous un peu comment tu prépares une nouvelle course. Et je suis obligée de connaître toutes les pistes par cœur, le sens des virages, parce qu'en fait, tout arrive tellement vite qu'on n'a pas le temps de réfléchir. Ça doit être automatique un peu. Donc, avant chaque entraînement, on marche dans la piste pour repérer la glace, les profils, savoir les trajectoires qu'on va utiliser. Et ça nous permet en fait d'être prêt sur le moment parce que 130 km/h, si on réfléchit 2 secondes, on est déjà sorti du virage et on est déjà dans le virage d'après. Donc en fait, on n'a pas le temps et ça doit être automatique. C'est pour ça qu'on la connaît par cœur, qu'on sait exactement ce qu'on doit faire, qu'on fait beaucoup de visualisation aussi. C'est pour être prête et que tout se passe bien. Donc on a un plan A, un plan B et après, sauf qu'il peut.
Et vous, les filles, derrière, vous avez besoin de connaître aussi le circuit ou une fois que vous avez... j'ai compris quand il y a le pousseur, mais qu'il y a aussi freineur. Entre les deux, vous avez besoin d'appréhender aussi vous la piste ou finalement vous vous laissez complètement guider? Vas-y Talia. Moi, du coup, ouais, en général, je préfère connaître à peu près la piste. Déjà parce que pour me repérer plus facilement, pour savoir quand est-ce que c'est l'arrivée, pour freiner, etc. Mais aussi parce que quand c'est des endroits un peu plus comment dire, risqués, ouais, sur le risque de chute, etc., où je sais que ça peut taper un peu plus, bah, je m'agrippe un peu plus fort au bob, donc à où voilà, je sens un peu plus chahuté. Et puis ouais, pour savoir quand est-ce que ça va appuyer un peu plus fort, quand est-ce que je peux me relâcher, quand est-ce que je peux respirer, quand est-ce que... Alors après, je sais pas si Carla elle fonctionne pareil, mais c'est vrai que moi j'aime bien savoir quand est-ce que on va arriver dans un Kreisel. Donc un Kreisel, c'est un virage à 360, donc il va appuyer qu'à une certaine vitesse. Et du coup, je sais que soit je peux me relâcher suivant par exemple en Chine, je me rappelle très bien de ce Kreisel-là, je sais que je pouvais me détendre dans ce Kreisel. Par contre, le Kreisel que j'ai découvert il y a une semaine à Altenberg, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je sais que je m'agrippe plus et je suis en apnée plutôt qu'être relâché, quoi. Et toi, Carla? Ouais, c'est important hein, pour moi, à chaque fois qu'on découvre une nouvelle piste de marcher avec Margot, savoir comment elle est, dans quel sens les virages tournent, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer. Et donc, et pour le freinage, c'est évident qu'il faut qu'on connaisse chaque piste par cœur, chaque virage. Et c'est sûr que c'est plus agréable quand tu connais la piste parce que tu peux anticiper les virages, comme elle explique Talia, pour pas... il y a des virages, on sait où ça va secouer plus que d'autres, et donc du coup, si tu t'y attends, tu le vis quand même bien mieux que si tu t'y attends pas. Ah bah, parce que attends, le freinage, moi j'imaginais le freinage de ligne d'arrivée, mais en vous écoutant parler, je me dis, vous freinez avant les virages, enfin comme ou pas, non, c'est pleine balle. Et non, on freine jamais pendant une descente. Jamais. Interdit. Ah ouais. Ok. Tu C'est peux interdit. le faire, mais c'est... Non, C'est pas pas jamais il a dit qu'il fallait pas le faire. Non, c'est qu'on a vu un petit reportage de C'est pas sorcier la semaine dernière qui a été tourné il y a quelques années avec Jamy, justement dans C'est pas sorcier. Il expliquait bien que si on freine pendant le virage, en fait le bob il tombe parce qu'en fait on coupe la vitesse, on coupe cette force centrifuge et du coup donc on veut pas chuter quoi. Donc on freine pas du coup pendant... toi Margot, t'as la responsabilité, ça doit passer en fait quoi. Non, mais en fait, on peut pas freiner parce que on détruit la piste. C'est tellement fin la glace. Ah ouais. Et en fait, on choisit pas de s'arrêter ou pas. En fait, une fois qu'on est parti, on est parti. Et ça va jusqu'en bas, quoi qu'il arrive, de toute façon. Mais c'est vrai que si on freine, on prend une amende. La glace, elle est détruite, donc il faut fermer la piste, il faut tout refaire. C'est vrai que c'est compliqué, quoi. Ouais, la glace, ça fait environ, 3 cm d'épaisseur, un peu moins que ça, je pense. Donc, notre frein, c'est un râteau. C'est vraiment les dents d'un râteau. Donc, si on le tire pendant une descente, la glace, elle est morte. Ah, ça, j'avais jamais pensé à ça. Ouais. Donc, c'est vraiment pleine balle. Du coup, le rôle sur la poussée, parce qu'on dit le pousseur, mais j'imagine que tu pousses aussi, toi, Margot, au départ? Oui, je suis aussi là. Ouais, donc c'est ça, hein, vous êtes, il y a le bob, vous poussez, toi Margot t'es devant, tu pousses, tu rentres un peu avant ta coéquipière ou c'est en même temps, je me souviens plus très bien. Je rentre un tout petit peu avant. Ok. Et Ça après, va dépendre des profils. ouais. Il y a des fois il y a des équipages qui montent en même temps. Je pense que ça. Ouais, c'est... mais en général, le pousseur monte légèrement après. Ça permet aussi au pilote de s'installer sans qu'il soit gêné, quoi. Parce que Ouais, surtout pour les grands gabarits, ouais. à l'arrière, on lance nos jambes pour entrer dans l'engin, on va lui planter nos clous sous nos chaussures dans le dos, c'est pas le plus agréable non plus. Ça, j'ai des chaussures cloutées pour courir sur C'est ça. sur la glace. Est-ce que du coup, si on fait le parallèle avec l'athlé, est-ce que sur cette course de poussée, finalement, il y a un peu les mêmes repères, c'est-à-dire j'imagine taille de foulée, rythme, marque au sol quand on fait un saut en longueur. Là, je vous vois toutes lever les yeux, donc j'ai l'impression que le parallèle n'est pas du tout bon. Non, l'avantage de l'athlé, enfin Talia, tu confirmeras ou pas, mais c'est que on a appris à courir, on a fait des gammes d'athlé, on apprend la pose du pied, on apprend à lever le genou. Mais derrière un bob, c'est différent parce qu'il y a un engin qui fait 200 kilos, il faut synchroniser avec le pilote. Donc, c'est pas tout à fait la même technique de course, c'est pas tout à fait la même amplitude de course, mais il y a une base commune quand même. En termes d'entraînement, parce que du coup c'est assez physique, vous, c'est quoi un peu votre entraînement traditionnel, on va dire, en période, pas forcément avant compétition, mais comment est-ce que vous faites pour vous entraîner, pour courir mieux, pousser plus fort, être plus efficace? Moi, si je prends une semaine type, par exemple, ça va être 3 séances de course dans la semaine.
Donc, que ce soit du sprint classique, juste de la vitesse, ça va être du sprint lesté, donc avec un chariot dans le dos que je tire, ou alors que je pousse aussi. Et ça va être 3-4 séances de muscu aussi dans la semaine. Ça va dépendre des périodes, mais grossièrement, on est sur ça. Moi, je suis sur 3 séances de course et 4 séances de muscu, 4-5 séances de muscu. Il faut savoir que pilote et pousseur ont fait la même préparation physique. T'as anticipé la question Oui. après. Parce que souvent, on pense que Margot, elle fait rien. T'es juste pilote. Non, Margot, elle pousse avec nous et elle doit s'entraîner autant que nous. Non, l'été, il n'y a pas de différence entre pilote et pousseur. La préparation physique, c'est la même. On a besoin de vitesse, on a besoin de force, d'explosivité. Donc, c'est vrai qu'on va rechercher les mêmes choses. Après, ce qui diffère, ça va être l'hiver où moi, je vais plus descendre. Vu que sur une semaine d'entraînement, et pas de compétition, mais sur une semaine d'entraînement, je vais descendre tous les jours. Du coup, la préparation physique, il y en a un peu moins l'hiver. Alors que les filles, elles vont pouvoir avoir un peu plus de préparation physique parce qu'elles ne vont pas descendre tous les jours. Parce qu'on tourne. Ouais. C'est ça la différence. C'est un coup l'une, un coup l'autre. On a plus de temps pour pouvoir s'entraîner à côté. Quand vous décrivez un peu votre entraînement, ça me fait un peu penser à du crossfit. Enfin, quand je vois on tire des trucs, machin. Alors à chaque fois, elle sourit quand je dis un truc. J'ai les 3 qui sourient en mode, bon, elle raconte n'importe quoi. Pas du tout. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'est-ce que tu vas chercher ? C'est à la fois explosivité, mais aussi capacité à pousser fort. C'est ça qui est un peu particulier dans l'effort. Il y a à la fois de l'explosivité, mais aussi de la puissance pour être capable de pousser l'engin. Est-ce qu'on peut avoir un comparable en termes de préparation sur un sport ? Qu'est-ce qui pourrait ressembler à la préparation, aux qualités qu'on doit avoir pour pousser et lancer un bob ? On avait une ancienne coéquipière qui faisait du vélo sur piste. Et donc effort très court et explosif. Donc ça ressemble plus à ça dans l'explosivité que le crossfit, parce que le crossfit, il y a quand même une notion d'endurance. Ouais. Il y a quand même une notion de résistance à l'effort que nous, on n'a pas du tout, parce qu'on pousse, ça dure 5 secondes une poussée. Au crossfit, 5 secondes, t'as le temps de rien faire. Mais la préparation physique, elle a des similitudes avec le crossfit parce qu'on fait de l'haltérophilie, ils font de l'haltérophilie. Ouais. Alors, ils courent, mais ils font pas des sprints de 50 mètres. Donc voilà. Mais ouais, le vélo, je pense que ça ressemble un peu parce que... le vélo de piste, du coup ? Le vélo sur piste, ouais, parce qu'ils font pas mal d'haltérophilie, pas mal de musculation, avec des charges qui sont similaires aux nôtres. Ils courent pas, ça c'est sûr, mais ils le font sur vélo. On part de zéro et il faut être le plus rapide, le plus vite possible sur un temps très court. Donc c'est quoi un peu vos temps de référence pour ceux qui courent et ceux qui font un peu de muscu ? En combien de temps vous courez le 50 mètres et combien vous poussez je sais pas, en développé couché par exemple, juste pour non mais si c'est pertinent. En développé couché. Est-ce qu'on le dit ou pas ? Parce que là c'est stirring ball. Ouais, non, mais on n'est pas si bon. Hein. La vérité, non, ouais. Non, mais sur 50 mètres, on n'a pas de chrono parce qu'en fait, nous, nos chronos, ils sont référés avec un engin, donc ça parlerait à personne. Alors, c'est juste qu'en moyenne, ça dure 5 secondes, mais pareil, on est 2 à pousser, donc c'est un petit peu puis c'est compliqué. Listé, c'est différent. Ouais, après, voilà. Pour l'athlé, moi, j'ai fait un peu de 100 mètres cet été, c'est un peu moins de 13 secondes à peu près. Après, c'est un vitesse, effort plus long, donc c'est différent. Donc c'est différent, ouais. On est meilleur sur 60 mètres que... Voilà. En fait, pour comparer aux 100 mètres de l'athlé, déjà, les gabarits sont beaucoup plus légers. Les filles sont beaucoup plus légères que nous, donc c'est des profils qui sont beaucoup plus fréquents, alors que nous, on est censé être beaucoup plus en force et en puissance. Donc c'est compliqué de comparer. On n'est pas la même morphologie déjà. En termes de performance finale, donc il y a la poussée de départ qui propulse le bob, j'imagine le plus vite. Votre objectif, c'est que ce soit le plus vite possible, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Et puis après, il y a le pilotage, donc le plus efficace, comme toute course. Dans la performance à la fin, ça se joue comment ? C'est 50% la poussée, 50% le pilotage, 10-90 comment tu l'estimes, Margot, toi ? On dit que pour performer en bob, il faut 3 facteurs. Du coup, la poussée, donc être le meilleur possible, le pilotage, faire le moins de fautes possible, et ce qui rentre en jeu surtout, nous, c'est le matériel. Ouais. On peut être très bon à la poussée, très bon au pilotage. Si on n'a pas le matériel, on peut rien espérer. Donc c'est vrai que les 3 ont une part très très importante. Je dirais c'est presque à part égale au final aujourd'hui. Voilà. Alors j'ai vu en préparant que le bob, en fait, il y a comme dans la course automobile, il y a des spécifications relativement
limitantes, homogènes, pour que... donc j'ai vu que les lames, par exemple, fallait que c'était des lames un peu standards qui devaient être utilisées par tout le monde, que c'était assez standardisé pour enfin, j'ai l'impression qu'ils essayaient de limiter l'avantage du matériel au départ. Mais Alors déjà, moi, ça me fait rire que tout le monde dise des lames. Ça me fait rire parce que c'est en Suisse qu'ils disent des lames, donc du coup, j'ai l'impression qu'on est avec des Suisses, on appelle ça des patins. Je crois que le bob, ça a été inventé par des Suisses. Et oui, bien vu. Mais on appelle ça des patins. J'ai potassé mon truc, hein. On appelle ça des patins. Donc les patins, donc ils sont relativement standards les patins, c'est ça ? Oui, alors en fait, on peut acheter pour le coup le métal à la Fédération internationale. Et après, on peut les moduler un peu comme on veut. On choisit la forme, l'épaisseur, si on veut plus fin, plus épais. Mais il y a quand même des règles où on ne doit pas dépasser certaines tailles. Et après, sinon, sur le bob, ils essayent de standardiser, mais on n'en est pas du tout là. C'est vrai que par exemple, les Allemands, ils ont une réelle avance technologique et ils ont un matériel qui est imbattable aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que quand on se bat, souvent on se bat plus avec les autres. En fait, il y a une course, il y a des Allemands et puis il y a les autres nations. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a une réelle avance et ils mettent les moyens et ils vendent pas leur matériel. Donc, la fédération essaye aussi de réguler un peu comme ils peuvent. C'est pour ça que, par exemple, pour le monobob, tout le monde a le même matériel. Donc monobob, c'est le bobsleigh, une personne. C'est ça. Pour faire la comparaison, c'est comme la Formule 1. Il y a Verstappen et les autres. Ouais. Nous, c'est la même chose. C'est exactement pareil. En Formule 1, ils ont des standards, ils ont une base. Nous, c'est pareil, on a des mesures à respecter, etc. Mais on arrive... les Allemands, aujourd'hui, ont réussi à déjouer un peu ça, à prendre une réelle avancée technologique. À prendre une avance. Et comme le fait Verstappen. Donc voilà, on essaye de rattraper, de chercher, de poursuivre, mais c'est pas évident parce qu'ils ont des années d'avance sur nous. Il faut savoir qu'en Allemagne, ils ont 4 pistes, les moyens sont énormes. Donc du coup, on se bat à notre échelle, mais c'est pas évident. Qui c'est qui le règle du coup le bob ? C'est vous trois ? Vous avez un staff technique ? Comment ça se passe ? C'est toi qui donnes les indications ou à la limite il y a quelqu'un qui gère et toi tu prends le bob tel qu'on te l'a recommandé ? Comment ça se passe ? Alors déjà, nous on gère tout ce qui est réglage, vérification, les choses de base pour que le bob arrive en une pièce en bas. Donc ça c'est nous 3 qui faisons un peu les serrages, on vérifie et après on choisit en parlant avec l'entraîneur et en connaissant aussi la spécificité des pistes, si on veut un bob qui soit plus dur, qui soit plus mou, si on veut, ça dépend ce qu'on cherche, mais c'est vrai que l'entraîneur règle beaucoup, mais on en parle et on avance ensemble. Sur le réglage du matos, toi Talia, qui est un peu la dernière arrivée, qu'est-ce qui t'a un peu surpris, étonné sur cette partie matérielle ? Est-ce qu'il y a un truc que tu t'es dit, tiens... Les ficelles. Je descends dans un bob avec des ficelles. On a ouvert le capot et en fait, c'est comme Margot avait dit un peu, c'est des manettes qui sont reliées par des petits câbles entourés de scotch et qui descendent à 130 km/h. Donc, je pensais pas que c'était aussi rustique en fait. Quand on a ouvert, d'extérieur, on pense que c'est solide, un truc, ça tient la route et tout. Et en fait, moi j'étais surprise de voir que c'était aussi rustique et aussi archaïque, si je puis dire, à l'intérieur du bob. Mais c'est ce qui fait aussi le charme, je pense, de la discipline et la performance. Oui, parce que t'as pas d'indicateur de vitesse, par exemple, ou d'assiette, ou... je dis ça, non, rien du tout, quoi. Non, rien. C'est vrai que, comme elle le dit, Talia, c'est rustique. À chaque fois que quelqu'un découvre un bob pour la première fois, ils disent « Mais il est où mon siège ?» Oui, non, désolé, il n'y a pas de siège. En fait, si je veux savoir si je vais vite, il suffit de bien piloter et je sais à peu près si ça a été, si c'était pas bien du tout. Et voilà. Ouais, c'est ça la grosse différence avec la F1 ou même le bateau, c'est que t'es à vue complet, quoi. Ouais, on a 0 indicateur pendant une descente. En fait, c'est juste nos ressentis et ce qu'on fait. Elle n'a pas d'oreillette, elle a rien. Parce qu'il n'y a pas le droit. Parce que je me dis, ok, il n'y a rien dans le bob, mais tu pourrais avoir un casque connecté, une montre connectée, tu pourrais avoir des trucs, peut-être. Je suis pas sûre. Est-ce qu'ils ont ça, les Allemands ? C'est ça la question. Non, ils ont pas. Ils ont pas, mais une descente, ça dure 1 minute et comme ils doivent réagir. À l'instant T, c'est trop compliqué, je pense. Impossible que l'entraîneur il te dise Margot, fais ça. Non, c'est trop tard. On est déjà aux 3 virages plus bas. Donc c'est vraiment à la sensation
Ouais, ça marche beaucoup au feeling et à la connaissance, on va dire, à l'expérience. Bon, du coup, il y a la poussée, il y a le pilotage, il y a le matos, mais j'imagine aussi il y a la cohésion d'équipe qui doit jouer. Ça m'intéresse, on va revenir sur le projet olympique, sur la suite, sur ce que vous faites aussi à côté, puisque vous disiez que c'était pas professionnel encore. Mais je pense que la cohésion d'équipe est hyper importante. On va faire un premier petit jeu là. Je m'étais dit qu'on ferait ça. Oi, oi, oi. C'est vous qui vous connaissez le plus, ça. Tu vois, voilà. On va y arriver. Non, mais si on va pas le faire sur toutes, mais par exemple, c'est quoi la plus grosse qualité de... Bon, comme t'es la dernière arrivée, on va la faire pour toi. La plus grosse qualité de Thalia, c'est quoi? Sa persévérance. Ouais, j'ai pas le mot, mais elle est très attentionnée. Ouais. Ouais. C'est quoi le plus gros défaut de Margot, la pilote? Elle est têtue. Ah ouais, c'est compliqué. Hein, Elle est têtue, Margot. Quand elle a une idée en tête, elle y fonce et... T'as beau lui montrer par A plus B qu'elle a tort, non, elle a raison. Mais elle va faire sa tête un peu de vexée et... C'est quoi le plus gros kiff dans la vie de Carla? Les pizzas. Ok. Les fringues, moi j'aurais dit les fringues. Ouais, les fringues, je crois. Je suis Ouais. dépensière. Pizza et fringues. C'est quoi la date d'anniversaire de Carla? 26 juillet 96. Ouais. La date d'anniversaire de Margot? Le 13 juin. Ouais. Et l'anniversaire de Thalia? 14 avril. Avril, ouais. 97. Ouais. Pas Pas mal, on est pas mal. Pas mal, Je sais que c'est en juillet, mais j'ai trop de cancer. Là. Je me rappelle plus de... Alors maintenant, celle-ci, j'ai l'impression que vous avez déjà répondu, mais je la fais. Qui est la plus fonceuse? Nous toutes. Ouais, je pense. Je pense que si on est encore là et que justement on se tire vers le haut pour le prochain projet, prochaine Olympiade, je pense que c'est que on sait où on veut aller et on se donne les moyens pour. Mais c'est une qualité pour être bobber. Hein. Ouais. Qui est la plus fêtarde? Thalia. Thalia. Alors là, je peux vous dire, il y a eu consensus direct. Elles ont mis moins de temps à la regarder qu'à répondre. Ça allait vraiment très très vite. Donc fêtarde, ça fait la teuf un peu en bob ou Pas nous. Pas Pas trop, vous hein, quand Pas, même. ouais. Non, mais c'est pas grave, il y a personne qui écoute là. Entre nous, vraiment. Non, nous non, mais on est quand même des Allemands, les Anglais, ça picole, hein. Non, quand même, pas en saison, enfin, ça dépend les périodes. Pas en pleine semaine d'entraînement et de compétition, non, mais à la fin, pour fêter une victoire et tout, ouais, je pense que ça En y fin va. de saison, ils essayent Ouais. qu'il y ait un rassemblement justement un peu entre athlètes, mais c'est vrai que le Covid a un peu freiné les fêtes. Moi aussi, ouais. Mais sinon, oui, il y a toujours une petite fête après la dernière course. Mais je descendrai pas derrière Margot qui a bu, hein. On dirait qu'elle arrive à boire. Hein. Qui est la plus gourmande? Thalia. Ouais, j'ai l'étiquette, ça, c'est vrai, c'est l'étiquette qui me colle. Ça, c'est, ouais, non, ça, on aurait dû dire gourmande, sa qualité gourmande. Elle goûte tous les desserts pour nous. Ouais, c'est sympa ça. Et la dernière question, c'est qui est la plus compétiteur? Ouais, c'est dur ça. On est toutes, Je hein. pense que là, On va toutes répondre moi. Ah ouais? Ouais, on est Ouais, toutes les très ouais. compétitrices. Ouais. Mais On je est trouve que c'est obligé. ça qui est difficile au bob quand même, c'est d'être autant, enfin d'être une équipe, mais en même temps il y a cette part de rivalité aussi qu'il y a, par exemple entre Carla et moi par exemple. On est aussi, on se soutient, on se soulage, On est coéquipières, on est mais coéquipières, rivales, ouais. mais rivales. Et c'est vrai que ça c'est une notion que je connaissais pas de l'athlé, Non. C'est qui unique. n'existe pas un athlé et du coup. Bah, j'imagine que t'as un peu le truc quand t'es dans un relais, par exemple. Pour être dans le relais à la fin, non? Non, Ah, vous- ouais, alors oui, c'est vrai qu'il y a un espèce d'écrémage quand même, le relais. Ils sont 6 au départ, ils seront plus que 4 pour la compétition, par exemple. Mais il y a 4 places. Nous, il n'y a qu'une place. Donc c'est plus compliqué. Chez C'est les marrant garçons, que vous utilisiez le mot rival oui, de bah, manière c'est la hyper vérité, transparente hein. comme ça. pour les Jeux Olympiques, par exemple, il y avait qu'une place. Ah, il y a qu'une place. Il y a qu'une place. Donc c'est pour ça qu'on est. Ah, c'est une titulaire, une remplaçante, donc Ouais, et on c'est veut ça. pas Ah, il y en a être, qui- on il y veut a pas qui- être remplaçant. Voilà, il y en a qu'une qui va au final. Enfin, non, tu te déplaces quand même. Oui, oui, oui. Oui, oui. Mais dans toutes les compètes, en fait, on se déplace à deux, mais il y en a Ouais. qu'une qui porte le maillot de l'équipe C'est de ça. France, il y en a qu'une qui moule le maillot. Il y a qu'une médaille olympique, en fait. Si par exemple Margot est médaillée d'or en bob à 2, sa pousseuse sera aussi médaillée, mais la remplaçante ne sera pas médaillée. Donc il y a une petite notion de rivalité. C'est pas évident, hein. Honnêtement, c'est pas évident. Chez les hommes, c'est différent parce qu'ils ont un bob à 4.
Donc du coup, il y a 3 places. Donc tu as un peu plus de chance et il faut vraiment travailler en équipe constamment parce qu'il y a une synchronisation à faire, etc. Nous, c'est un petit peu différent. Mais on s'entend bien. Elle a eu besoin de le justifier. Non, mais je voyais dans ton regard que... Non, j'étais plus en train d'essayer de te mettre à transposer notre ça, place. ouais, me mettre à votre place. Et en fait, c'est pas souvent comme ça que ça s'exprime dans le sport en fait. Moi, j'ai fait du sport de compétition, alors qui n'a rien à voir avec la glisse, c'est pas grave, je vais faire mon coming out, mais j'ai fait beaucoup d'escrime. J'ai fait 30 ans d'escrime et tout ça, en compétition, pas à très haut niveau, mais à bon niveau. Et à limite, moi j'ai toujours considéré que si tu étais un peu sacrifié le jour de la compète pour ton club ou tu étais sur le banc, bon, à la limite, tant mieux, quoi. Si toi, t'as donné le meilleur et puis tu es encore meilleur et que la team performe, tant mieux. Mais c'est peut-être que je suis pas assez compétiteur au départ. Vous l'avez dit, vous étiez toutes les deux compétiteurs. Et du coup, je transposais ça à mon cas personnel. Puis aussi, tu vois, ce que j'entends un peu dans les médias habituellement, tu vois, où tu as le joueur de foot qui est pas sélectionné, qui va dire oui, bah, c'est ce qu'il y a de mieux pour l'équipe, tant mieux. Tu vois, c'est marrant que tu le dises aussi de manière aussi fraîche, je trouve ça cool. C'est bien. Mais il y a cette notion-là quand même, dans tous les bien cas. sûr. Là, au championnat du monde, elles ont fait 5e, comme si j'étais dans le bob. Enfin, j'étais contente du résultat qu'on a fait. Enfin, Non, puis ça reste un réel travail d'équipe. On sait que, donc voilà, c'était Carla dans le bob, mais on avait besoin de Talia. Et ce résultat, il arrive aussi parce qu'elle est là. C'est pas possible si on n'est que 2, en fait. Alors, c'est dur parce que sur le jour J, on n'est que 2 dans le bob. Mais le résultat, il s'est fait à 3. Et toi, alors, comment ça se manage? Tu vois, comment tu gères ça, Margot? C'est pas évident parce que il y a cette notion de j'ai envie de performer et de toute façon, je veux que ce soit la meilleure qui soit derrière moi. Mais c'est aussi pas évident à gérer dans le sens où on est une équipe, on travaille à 3, on est tout le temps à 3. Et du coup, se dire que y a une personne qui est, entre guillemets, un peu mise de côté le jour de la compétition, c'est pas facile parce que voilà, on sait qu'elle a travaillé, qu'elle est là pour les résultats et du coup c'est pas toujours évident. Et alors comment ça se gère en termes d'annonce? Comment tu fonctionnes? Quand est-ce que tu sais qui court? Le matin, une semaine avant? Alors il y a des tests qui sont faits en septembre, octobre pour connaître qui est la numéro 1, qui est la numéro 2. Et c'est vrai que pour le coup ça se joue vraiment au chrono, donc il n'y a pas de c'est des choix à super, faire. c'est super objectif. Ouais, c'est pas un truc de feeling. Non. Je sens mieux Talia Non. sur celle-ci. Carla hier, elle avait l'air un peu chafouin. Non, c'est très objectif. C'est hyper objectif. Et après, s'il y a un changement qui doit être fait parce qu'il y en a une qui est plus fatiguée, qui est malade, on ne sait pas ce qui peut arriver. C'est les entraîneurs et moi je prends pas cette décision parce que moi je suis là pour la perf et ça ils ont leur rôle et moi je me mets pas là-dedans. Ah ouais, trop compliqué à gérer, j'imagine. On a commencé par ça en intro, donc le projet Pékin 2022, comment ça s'est passé? Bien et mal. Du coup on fait 13e en bob à 2, je fais 11e en monobob. Donc ça a commencé la première semaine avec le monobob, donc le temps de s'habituer à cette atmosphère olympique. C'est vrai que c'est complètement différent de ce qu'on connaît. Il y a du monde, on croise des champions. Tous les jours, je croisais Mikaela Shiffrin au test Covid. Incroyable. Et c'est quelqu'un que j'ai toujours regardé. Je trouve que tu croises des gens incroyables. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la pression de « c'est les Jeux Olympiques, faut parfait », parce qu'en fait, on était clairement à notre but, c'était d'être au jeu. Et après, c'est vrai que c'est pas qu'on voulait pas parfait, mais c'était que du plus. De toute façon, on veut toujours être les meilleurs. Et c'est vrai que je pense que peut-être que les prochains, on les vivra différemment, mais il n'y avait pas la même pression qu'en Coupe du Monde, parce qu'en Coupe du Monde, c'était « Ok, il faut parfait, il faut faire des bons résultats pour aller au jeu ». Là, on y était, c'était « Bon, il faut qu'on fasse le meilleur résultat, mais c'est du plus, en fait. On prend de l'expérience, on avance. » Et en fait, ça, c'est ce que je pensais. En monobob, j'ai terminé 11e. Je suis arrivée en bas, je me suis effondrée en larmes. J'ai cru que c'était la fin de ma vie, parce que j'étais à une place du top 10. Alors qu'on m'aurait vendu ça 6 mois à l'avance, j'aurais dit oui, quoi. Et c'est fou comme on peut vivre les choses différemment de ce qu'on pense. Et la 13e place, je l'ai super bien vécue parce que on est monté crescendo, on a fait ce qu'on savait faire et il n'y avait pas... Je sais pas, c'était vraiment différent. Puis le côté, j'imagine aussi un peu d'être legit, c'est-à-dire d'avoir sa place au jeu, de pas... Il y avait ça aussi, est-ce que vous aviez un sujet de légitimité la première fois qu'on participe au jeu, que la France a jamais été trop représentée au bob féminin, voire pas du tout?
On est le premier bob féminin à être français, à être qualifié au jeu, enfin pour Pékin, et on était hyper fiers. Hein. Mais ça, il faut savoir que quand on faisait la course à la qualif, quand on essayait de se qualifier, on n'avait pas du tout conscience qu'on serait ce premier équipage féminin français à aller au jeu. Et c'est les journalistes qui nous disaient vous avez conscience de ça? Non. Première nouvelle. Non, on était super fiers et on avait vraiment envie de porter au plus haut les couleurs de l'équipe de France le mieux possible. Donc, mais c'était pas du tout de la pression. On était vraiment là pour prendre de l'expérience. Alors, on avait envie de faire le meilleur résultat possible, comme elle l'a dit Margot, mais on avait conscience qu'on n'allait pas avoir une médaille olympique pour des premiers JO après 4 ans de bob. Enfin, il fallait aussi être réaliste, quoi. On savait que l'objectif, ça serait Milan. Milan, ça sera différent, mais voilà, c'était... Pour moi, ça a été une année très compliquée. J'ai traversé une année remplie de blessures, de Covid. Ça a été très, très difficile. Il y a eu vraiment des événements qui m'ont marqué. Mais du coup, c'est de l'expérience. Et quand on est arrivé au JO, on a pu profiter à 100% de l'événement. Après, c'était des JO Covid, donc pas de spectateurs. Donc c'est aussi pour ça qu'on n'a pas vécu des JO classiques, entre guillemets. On n'a pas eu ce stress de la foule, ce stress des caméras, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Mais voilà, c'était des très beaux JO et on s'en souviendra toute notre vie. Hein. Dire qu'on est olympienne, c'est quand même quelque chose. C'est beau. Et alors du coup, là, l'objectif, si je comprends bien, c'est donc il y a la saison sportive en cours, donc l'hiver 2023-2024. C'est quoi un peu vous êtes mis quoi comme objectif? Et déjà, pour les Coupes du Monde, c'est d'être tous les week-ends dans le top 6 mondial pour justement essayer de se rapprocher de ce podium, toujours tourner autour sans jamais s'en éloigner, pour justement chaque année être meilleur et avoir l'objectif de médaille en 2026. Et après, le gros point de passage aussi, ça va être les championnats du monde, où l'année dernière, on termine 5e. Et là, il va falloir aller chercher mieux. Donc, ça va pas être facile. Il va falloir s'accrocher, se battre et aller chercher... Ça veut dire quoi, mieux que 5e? Ça veut dire que vous pouvez accrocher un podium? 4, 3, 2, 1. On se rapproche, quoi. Déjà, il faut savoir qu'au bob, on est récompensé jusqu'à la 6e place. Donc, quand on fait une 5e place, l'année dernière, c'était incroyable d'être aux côtés des 3 meilleurs. Et là, il va falloir... c'était un exploit. C'était pas arrivé depuis 20 ans. Donc, il va falloir réitérer l'exploit, voire mieux. Entre-temps, il y aura eu la Coupe du Monde de la Plagne à la maison, le 10 décembre. Rendez-vous. Et celui-là, il va être costaud. Il va aussi un peu nous aider à savoir comment la saison va se dérouler. Donc voilà, on espère être le plus souvent possible dans le top 6 ou sur la boîte. Et du coup, en ligne de mire de fond, donc reparticiper au jeu. Donc ce sera Milan, c'est ça, en 2026? C'est ça. Oui. Et le but, c'est d'être sur le podium. On s'entraîne tous les jours et on se réveille tous les jours pour ça. Donc on travaille, on avance et ça le fera, on l'espère. Je vais revenir un peu sur la logistique. Est-ce que vous pouvez dire combien coûte un bob? Alors, trop cher. Un bob à 2, ça coûte entre 50 et 60 000 euros. Et une paire de patins, ça coûte entre 5 et 10 000 euros. Et il faut 3-4 paires de patins. Donc, ça coûte très cher. Et comment c'est subventionné? Comment vous payez la saison? Vous êtes aujourd'hui, vous êtes content de votre niveau de sponsoring? Alors, la saison, elle est prise en charge par la fédération et l'ANS, l'Agence nationale du sport français. Donc, c'est grâce à eux qu'on arrive à faire une saison et qu'on arrive à faire des compétitions, à s'entraîner, se préparer. Pareil, donc le matériel, le bobsleigh, maintenant, il est à la fédération. Parce qu'il faut savoir qu'au jeu en 2022, on courait avec le bobsleigh que mes parents m'avaient acheté. Ouais. Parce qu'on n'avait pas le choix, on avait besoin de cette étape et la fédération ne pouvait pas. Donc, c'est mes parents qui ont vendu une voiture pour m'acheter un bobsleigh. Une belle voiture. Ouais. On va pas trop vite sur la route. Hein. Non, mais voilà, c'est vrai que maintenant, on est pris en charge, on arrive à avoir tout le côté de la saison qui est payé. Il peut y avoir 1 ou 2 stages à régler à nos frais, mais ça arrive moins qu'avant. Avant, il fallait prendre en charge une saison complète quasiment. Donc c'est vrai que maintenant, on est bien soutenu. Et après, au niveau des sponsors, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas un sport hyper médiatisé. On a des gens qui sont là depuis le début, qui nous aident parce que on les connaît aussi. Hein. Ça marche beaucoup comme ça, mais c'est vrai que voilà, on n'est pas le sport le plus sponsorisé. Alors on disait que le bob, c'était pas un sport professionnel.
Mais toutes les trois, Talia, elle vient d'avoir son contrat avec l'armée. Donc toutes les trois, on est militaires. On représente le FMS, l'école française de ski militaire. On est rattaché à Chamonix, donc on est très très fiers d'être militaires. Grâce à eux, on est libérés à 100% pour s'entraîner. Donc on a un salaire tous les mois. C'était pas du tout le cas avant. Excellent. Ouais, c'était pas du tout le cas avant, donc c'était très très compliqué. Hein. On vivait sans chômage, on n'avait aucun droit. Donc c'était nos parents qui nous aidaient avec Margot. Et là, voilà, on a eu ce contrat avec l'armée, donc ça nous a changé la vie. On vit plus sereinement. Avant, c'était quand même franchement difficile. Donc voilà, ça nous permet de pouvoir s'entraîner, d'être concentré sur la compétition, nos objectifs de performance. Après, on a besoin de sponsors, on a besoin de partenaires, parce que même si la fédération et la NS prennent en charge notre saison, il y a tous les à côté. Et donc voilà, on est toujours en recherche. C'est pas évident, on sait que c'est difficile pour tout le monde en ce moment, donc voilà, on fait comme on peut. On sait que c'est nos performances aussi qui nous aideront, qui seront notre meilleure vitrine pour qu'on parle de nous et qu'on ait envie de nous aider. Mais voilà, il faut savoir que c'est pas toujours facile, mais on a de la chance parce qu'on est bien entouré quand même. L'entourage familial, j'ai l'impression, toi Margot, ça a été relativement clé au départ. Ton père, c'est ça, c'est un peu lui qui t'a mis dans un bob et tes parents t'ont offert ton premier bob. Qu'est-ce qu'ils disent vos... Enfin, tu peux contredire, hein, si c'est pas le cas, je dois... Non, si, c'est ça. Puis mon papa est pilote de bob, il fait les descentes touristiques à la Plagne, donc c'est vrai que... Il faut le dire, il pilote bien. J'espère qu'il n'entendra jamais ça. Non, c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidé, même des fois où on allait à l'étranger, quand il venait, qu'il filmait dans la piste parce qu'on n'avait personne avec nous, c'est toujours un appui et un soutien. Après, voilà, malheureusement, quand en compétition on fait des fautes, il le voit aussi. C'est clair. Mais c'est un vrai appui et heureusement qu'on a notre appui familial et heureusement qu'ils ont été là au début et même encore maintenant. Derrière tout athlète de haut niveau, il y a tout un confort familial, on va dire, des gens qui sont là pour nous et qui croient en nous. Et je pense que c'est réellement important. Quand vous êtes parti de l'athlé, qu'est-ce que vous avez senti de vos amis ou de vos anciens concurrents par terrain d'entraînement ? C'est de l'incompréhension ? C'est quoi ce délire ? Ou au contraire, vous sentez un engouement autour de ça ? Comment ça s'est passé ? Moi, c'était un peu spécial parce que, en fait, j'ai entendu parler du bob en 2018, la première fois, sauf que j'étais dans mes études et ma vie personnelle faisait que je pouvais pas tester le bob, donc j'ai testé le bob qu'en 2020 et du coup moi je travaillais, mais avec la Covid etc, il y avait eu une petite baisse de rendement entre guillemets au niveau du travail, donc j'ai pu me dégager, mais je m'entraînais déjà un peu moins et j'appartenais moins à un groupe d'athlètes et de sportifs. Du coup en fait cette transition elle a été quand même assez pas surprise plus que ça, étant donné que j'avais pas vraiment de groupe d'entraînement, donc ils m'ont dit qu'est-ce que tu fais etc. Ça a été plutôt bien pris et même surprise ah bon, c'est possible de faire du bobsleigh en France, parce que moi en fait je viens de La Rochelle, de l'autre côté, donc c'est pas du tout les montagnes, c'est pas. Enfin même moi, la c'est plutôt fois, plat là-bas. Ouais. Donc même moi, je pense pas qu'on pouvait faire du bobsleigh en France, donc au final c'était la surprise et ah ouais, trop stylé quoi. Et les potes, du coup, ils sont à fond, parce que moi je trouve ça assez mythique quoi, comme projet quoi. Rasta Rocket. Ouais, ça questionne beaucoup, hein. Tout le monde nous questionne, ils s'interrogent, ils sont curieux, ils ont envie de venir nous voir, ils nous soutiennent. Non, ils sont à fond. Alors moi je sais que tous les parents de mes potes, ils savent que je fais du bob et à chaque fois ils me posent des questions, ils suivent nos résultats et tout. C'est dingue, hein. C'est dingue. Ah, t'évoquais Talia là rapidement Rasta Rocket, mais moi je voulais pas revenir sur Rasta Rocket. Ah, nous aussi on voulait éviter Talia. Non, mais parce qu'en fait, comme du coup La Rochelle on connaît pas le bobsleigh, forcément on me l'a sortir. Ah ouais, mais bobsleigh, y a pas un film qui est sorti. Ouais, les gars sont dans leur baignoire à s'entraîner. Ouais. Non, moi je voulais revenir, je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a pas mal médiatisé le sport, alors en France, mais à Monaco, c'est le prince Albert, hein, je disais tout à l'heure, qui faisait du bob. Est-ce que la question que je me pose en vous écoutant par rapport à votre préparation physique, même du pilote, qui est une préparation d'athlète lourde, quoi. Enfin, faut vraiment s'entraîner. Est-ce que vous pensez que le prince Albert, finalement, il a contribué à une bonne image du bob, c'est-à-dire on en entend parler. Enfin voilà, moi je me souviens de voir le prince Albert qui faisait le bob et donc je regardais le truc quoi. Je suis rentré un peu par ça et en même temps je me dis est-ce que ça j'imagine que c'était pas non plus un entraînement intensif d'un athlète de haut niveau. Est-ce que ça a pas aussi décrédibilisé quelque part un peu le sport? Est-ce que c'est un sujet, vous en pensez quoi? J'ai une petite anecdote. Voilà. Il y a pas longtemps, je suis allée récupérer une voiture de location justement parce qu'on partait en Allemagne.
Et puis le locataire, il me dit « Ah, donc vous êtes l'équipe de bobsleigh et tout ?» Alors nous, il faut savoir qu'on est en coopération avec Monaco. Donc il y a l'équipe de France féminine et il y a l'équipe masculine de Monaco. Et il me dit « Ah oui, et puis alors le prince Albert, il faisait du bob et il en fait encore ?» Non, mais le prince Albert, il fait plus de bob, c'est pas possible. Mais c'est quand même une référence, donc... Enfin, au moins les gens connaissent. Ouais, il a forcément fait du bien. C'est comme Rasta Rocket. Enfin, Rasta Rocket et le Prince Albert, ça nous fait une vitrine, ça nous fait de la pub. Les gens arrivent à savoir ce que c'est, du coup. Et non, il décrédibilise pas du tout la discipline. On le voit encore régulièrement sur les compétitions. Il était là au JO. Quand on est à Saint-Moritz en Suisse, il est tout le temps là. Il est très fier et nous aussi, on est fiers qu'il ait fait du bob. Non, puis il est encore à fond dans le bob. Il faut savoir que lui, il gère. L'équipe de bobsleigh de Monaco, enfin, il a un réel appui dessus et il veut que ça continue. C'est son sport, c'est quelque chose qu'il aimait et il met tout en œuvre pour que ça réussisse. C'est comme ça qu'au jeu aussi, Monaco a fait 6e. Enfin, c'est incroyable. C'est un résultat incroyable pour eux, et c'est vrai qu'il continue d'être là, de les aider et il va vraiment. S'il y a des compétitions où il peut être là, souvent en Suisse, c'est vrai qu'il vient et il aime ça, il aime ce monde. Et voilà, c'est vrai que en plus, c'est lui qui nous a remis notre médaille au championnat du monde. Donc c'était un peu particulier, quoi. C'était vraiment cool. Mais il est à fond dans le bob et on sent qu'il aime ça, quoi. Donc deux rêves que vous assumez bien, Rasta Rocket et le Prince Albert, ça roule bien. On arrive bientôt à la fin de cet épisode. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités, c'est les prochaines expériences. Alors là, pour sortir un peu du bob, dans les sports de glisse, outdoor, est-ce qu'il y a des trucs que vous avez jamais testés, que vous aimeriez tester ou peut-être des choses dont vous n'avez pas assez le temps de faire en ce moment? C'est quoi un peu vos kiffs sportifs, sensations extrêmes en dehors du bob? Margot et moi, on skie. Ouais. On fait du ski. Alors, on n'a plus trop le droit et plus trop le droit et le temps. Parce que c'est quand même facile de se faire un genou au ski, donc on va pas prendre le risque. Mais c'est vrai qu'on aime bien le ski, on est né sur des pistes, entre guillemets. Talia, c'est pas le cas, mais on va venir essayer cet hiver. Moi, c'est ce que j'allais dire. Je découvre un petit peu le milieu de la montagne et des sports d'hiver. Du coup, mon prochain objectif, c'est de tester le ski. Ouais. Je peux pas vivre en Savoie et ne pas avoir skié. Je suis le cliché, là. Excellent. Bon, on arrive à la fin de cet épisode. La dernière question que j'aime bien poser, alors il va falloir que vous arriviez à le faire de manière collégiale, mais c'est de savoir si une personne que vous aimeriez écouter sur un podcast comme Mordu, quelqu'un qui vous inspire, qui est une référence ou pas du tout, quelqu'un qui vous amuse en tout cas. Personnalité française ? Ouais, ou pas, francophone. Ça peut vous donner des idées, inviter. Exactement, ça me prépare ma prochaine saison, c'est pratique. En fait, c'est vrai qu'avec l'armée, on commence à côtoyer quand même beaucoup de sportifs. Et du coup, c'est vraiment sport de glisse, quoi. Oui, ou outdoor. Une sportive qui nous fait vraiment rire, en général, on en parle, et qui parle de tout assez naturellement, c'est Renelle Lamotte. C'est vrai qu'elle nous fait beaucoup rire sur les réseaux. Ouais, qui fait du 800 mètres athlée. Ouais. Bon, c'est pas la glisse, mais... c'est pas la glisse. C'est un peu de la glisse. Je crois qu'elle est avec son chéri. Avec un kitesurfer. Ouais. Donc, avec Val. C'est pour ça que je l'ai vu traîner effectivement sur les réseaux sociaux. Ouais. Elle est hyper accessible. Moi, j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec elle. Elle est très très cool et très intéressante. Elle a beaucoup de choses à raconter et en plus beaucoup d'humour. Et très naturelle, en fait. Elle montre vraiment tous les aspects du sport de haut niveau et je trouve que c'est important. Spontané. Ouais. Elle ose dire les choses. Excellent. Bon. Eh ben, mesdames, merci d'être venues ici, d'avoir partagé votre passion, votre super entente. Je trouve qu'il y a une super énergie. En tout cas, j'espère que ça s'entendra parce que c'est vraiment le cas. Bravo pour ce super projet là, de monter ça avec des moyens, de structurer tout ça. Puis on vous souhaite all the best pour la saison et puis notamment pour les championnats du monde fin février, début mars, c'est ça ? Oui, c'est ça. En Allemagne. En Allemagne, super. On pourra vous suivre où ? Sur YouTube, sur la chaîne de l'IBSF, la Fédération internationale. Après, on communique beaucoup sur les réseaux quand même. Il y a un compte Insta équipe de France Bobsleigh ou ouais. Ouais, le compte Instagram c'est Bob Timbok. Eh ben très bien, Bob Timbok, on ira voir ça. Merci beaucoup, ciao. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir. J'espère que vous avez autant kiffé que moi ce moment avec cette équipe, aussi fraîche que déterminée.
J'ai adoré l'esprit, je suis convaincu qu'elles sont bien armées pour atteindre tous leurs objectifs. On va suivre ça attentivement sur leur prochaine saison. Côté mordu, on clôture l'année 2023 avec des records d'audience. On a pété les scores pour cette 4e année. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à nous écouter, ça fait chaud au cœur. Un grand merci à vous tous et à toute l'équipe qui permet de vous produire ce contenu que l'on souhaite de qualité. Alors pour la suite de l'aventure, abonnez-vous, partagez, commentez, notez ces épisodes. Cela nous permet de continuer à faire grandir Mordu et surtout à continuer de permettre toutes ces rencontres hyper inspirantes. Allez, sur la neige, la glace, dans l'eau, j'en sais rien. J'espère que la prochaine session est pour très vite. Je vous embrasse. Ciao.